de l'AIC Progrès de la pratique. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Autosurveillance de la glycémie, choisir avec soin pour les diabétiques de type 2 n'utilisant pas d'insuline. Depuis le début de l'année 2016, l'AIC s'est alliée de façon active avec Choisir avec soin pour apporter une perspective infirmière à cette excellente campagne. Le webinaire d'aujourd'hui est en relation à une des recommandations de notre liste qui a été publiée cette année pour le personnel infirmier et leurs patients. Alors, cette session sera enregistrée pour les infirmières et infirmiers qui n'ont pas pu participer. Je m'appelle Josette Roussel et je suis infirmière conseillère principale à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et j'animerai le webinaire d'aujourd'hui. À la fin du webinaire, nous allons répondre à vos questions et vous pourrez le faire en utilisant la boîte Q&R à la droite de votre écran et nous répondrons à autant de questions que possible selon le temps dont nous disposons. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre animateur d'aujourd'hui, M. Michel Boucher. M. Boucher est un agent de développement de programmes à l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Une partie de ses responsabilités comprend le développement de projets dans les domaines de maladies cardiovasculaires, de même que du diabète et l'endocrinologie. Auparavant, il a travaillé en recherche puis en développement de projets pour la division de l'évaluation des technologies de la santé de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Il est également pharmacien licencié en Ontario. Alors, nous sommes très heureux de l'avoir pour présenter ce webinaire. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Boucher. Merci beaucoup, Josette. Alors, je tiens d'abord à remercier l'Association canadienne des infirmiers et infirmières pour l'invitation à parler aujourd'hui. Et tel qu'on l'a mentionné, là, on va discuter de l'autosurveillance de la glycémie. La présentation est basée sur une série de rapports que l'Agence canadienne des médicaments et technologies de la santé a fait il y a quelques années. Voici, je vous présente ici la liste des auteurs du rapport. Et ça visait justement l'autosurveillance des médicaments. Pour fin de transparence, je vais déclarer que je suis un employé de l'Agence canadienne des médicaments et technologies de la santé. L'agence est financée par les ministères de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada. Notre financement est public, sauf dans trois programmes où il y a des frais de soumission de la part des compagnies qui soumettent leurs demandes, soit le programme commun d'évaluation des médicaments, le programme pan-canadien d'évaluation des médicaments anticancéreux, et pour la consultation scientifique pour fin de vie de recherche qu'on offre. Autrement, c'est un financement public. Et le plan de la présentation, eh bien, Josette a déjà mentionné qu'il y a un lien entre certaines des interventions ciblées dans la campagne de Choisir avec soin ou Choosing Wisely en anglais. Et donc, on va partir de ça et on va discuter des résultats du projet qu'on a fait, en fait, des résultats et des recommandations qui ont suivi. Et puis l'impact sur les politiques de la santé qui ont suivi, qui ont été mises en œuvre suite à la publication du travail. Et on va discuter des outils que notre groupe de transfert de connaissances a développés pour supporter l'implantation de ces recommandations-là. Et on va discuter de certains cas. Alors, à la fin. Alors, d'abord, juste mentionner, c'est ça, donc il y a des initiatives qui se créent dans le cadre de Choisir avec soin. En fait, c'est une initiative qui a été commencée déjà il y a plus de 5 ans aux États-Unis, qui a une version canadienne depuis 2014. Et je crois savoir qu'il y a un partenariat à un certain niveau entre l'AIC et ces initiatives-là. Le but de Choisir avec soin ou de Choosing Wisely est vraiment d'identifier et de sensibiliser les professionnels de la santé
sur les interventions médicales qui ont peu d'impact ou qui peuvent s'avérer être non nécessaires. Alors, dans ce cadre-là, la deuxième recommandation qui avait été, ou deuxième intervention qui a été identifiée, c'est l'autosurveillance de la glycémie. Et le message, en fait, c'est que chez les patients qui ont un diabète de type 2, qui sont non insulinodépendants et qui sont sur des médicaments oraux et qui, surtout ces médicaments oraux-là, n'ont pas d'effet hypoglycémique important, il y a peu d'impact à tester souvent avec des bandelettes. Et si on va reviser l'information, la science qui supporte cette conclusion-là, il y a quand même des exceptions. Et ils sont inscrits ici dans le paragraphe, comme par exemple, donc, chez les patients qui sont stables, il y a peu d'impact, mais chez les patients sur lesquels, par contre, il y a, par exemple, une pneumonie, un changement important de la pharmacothérapie ou d'autres types de considérations, comme par exemple, commence un médicament avec un potentiel hypoglycémique important, comme par exemple un sulfonylurée, ou encore que pour des raisons professionnelles, il doit être alerte. On peut penser à un travailleur de construction. À ce moment-là, évidemment, là, c'est des exceptions qui font en sorte que cette recommandation-là pourrait ne pas s'appliquer. Alors, donc, quelques mots sur l'Agence canadienne des médicaments. Donc, on est un organisme indépendant. On se situe, en fait, si vous voulez, dans le schème du système de santé au Canada, entre le ministère de la Santé, Santé Canada, qui approuve soit la commercialisation de médicaments ou d'instrumentation médicale basée sur l'innocuité, donc la sécurité d'utilisation, et les payeurs publics, les assureurs publics, eux, doivent décider est-ce qu'ils vont rembourser ou est-ce qu'ils vont acquérir la technologie. Alors, on se situe entre les deux. S'il y a des gens du Québec, disons que le rôle que la CNTS joue est similaire à ce que l'INES, ou l'Institut national d'excellence en santé et en services publics, en services sociaux, fait. Donc, c'est dans le cadre des médicaments, par exemple, les compagnies soumettent à un de nos programmes, qui est le programme commun d'évaluation des médicaments, et on fait une évaluation scientifique. Il y a un panel d'experts qui revise le rapport scientifique et ils font une recommandation au ministère de la Santé pour le remboursement ou non de ces médicaments-là. Et au Québec, c'est l'INES qui fait ce rôle-là. Il y a quand même des gens de l'INES, de la CNTS se parlent parce qu'on est dans le même domaine. Alors, dans nos programmes, il y a, comme je mentionnais, le programme commun d'évaluation des médicaments. Il y a la même version, mais du côté de l'oncologie. Il y a également des produits de gestion des technologies de la santé, dans le sens que c'est un système dynamique. Il y a des nouveaux médicaments qui sont en place, il y a des vieux médicaments qu'on doit réévaluer. La même chose pour les technologies. Donc, on a un certain nombre de services associés à ça. Évidemment, il faut faire partie du système public de santé pour faire des demandes. Et au Québec, les demandes devraient être acheminées à l'INES et non pas à la CNTS pour des raisons de financement qui ont d'entente financière. Et on a également un service important de mobilisation des connaissances. L'ensemble des outils et des rapports qu'on produit est disponible sur notre site web gratuitement. Et plusieurs de ces outils-là sont disponibles également en français. Alors, c'est quand même, donc, ça peut être une ressource pour le personnel infirmier lorsqu'ils ont besoin d'informations. Certains de ces outils-là sont peut-être destinés aux professionnels de santé, mais d'autres peuvent être aussi au niveau du patient. Donc, on va en voir quelques-uns au courant de cette présentation-là. Alors, le projet sur l'utilisation optimale des bandelettes des tests glycémiques ou de l'autosurveillance glycémique, il origine de 2006, lorsque des programmes de gratuité des médicaments au Canada ont commencé à questionner l'efficacité réelle de cette intervention-là. Alors, on va faire un sondage d'opinion. Je ne sais pas si c'est moi qui l'active ou c'est à bureau
C'est moi, M. Boucher, qui va les activer. D'accord. Alors, il y avait quelques questions qu'on aimerait... Il y avait 3 questions qu'on aimerait poser. Je pense qu'il y a un service interactif pour pouvoir ou permettre aux gens de répondre en ligne. Alors, la première question, c'est même s'ils n'utilisent pas d'insuline, les patients atteints de diabète de type 2 doivent systématiquement surveiller eux-mêmes leur taux de glycémie pour améliorer leur santé, oui ou non? La deuxième question, c'est existe-t-il dans votre propre pratique un plan d'action prédéterminé selon les résultats des tests glycémiques chez les patients atteints de diabète de type 2, non insulino-dépendant? Et combien les régimes d'assurance médicaments publics et privés au Canada ont-ils dépensé pour l'achat de bandelettes ou le remboursement des bandelettes de tests glycémiques à chaque année? Bon, alors je vois que le sondage est terminé. Alors, en général, disons donc, pour donner une idée des réponses, on pourra réévaluer un petit peu également en fonction de, à la fin de la présentation, voir si les gens comment dire, ont pu changer leur réponse, auraient pu changer leur réponse. Donc, il y a une dizaine d'années, au moment où le projet a été initié, et c'est bien amorcé également, c'est pas encore vrai, la prévalence du diabète est en augmentation. Donc, il y a beaucoup plus de patients qui sont sur le diabète. Et l'utilisation juste des bandelettes pour la vérification de la glycémie, il y a eu une augmentation de plus de 250 dans les 12 années qui ont précédé l'initiation du projet. Donc, comme je mentionné auparavant, ça a amené les décideurs de la santé, les gens qui travaillent sur les politiques de la santé, de questionner l'efficacité de cette pratique-là, dans le sens que, au niveau d'une politique de santé, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'on en a pour notre argent? Est-ce qu'autrement dit, l'argent qui est investi là-dedans, est-ce qu'il y a un résultat concret sur l'augmentation de la santé ou l'amélioration de la santé? Et au niveau des dépenses, en 2006, il y avait plus de 330 millions de dollars qui ont été dépensés juste en remboursement. Et il y a 5 ans, en 2012, c'était au-delà de 500 millions. Donc, un demi-milliard de dollars quand même dépensés en bandelettes. C'est savoir, et la plupart, comme on le verra plus tard, la grande majorité de cette dépense-là sont pour les patients de type 2 qui ne sont pas insulinodépendants. Donc, savoir est-ce qu'on paie pour des résultats, autrement dit. C'est un peu l'optique dans laquelle la CNTS travaille. Donc, nos rapports ne sont pas nécessairement... ils aident à la prise de décision clinique au niveau du patient, mais en général, ils sont conçus pour aider à la décision au niveau des populations. Alors, est-ce qu'on devrait payer pour telle intervention pour la population de diabète de type 2 non insulinodépendant? Alors, c'est ce qu'on a essayé de... C'est plus ou moins la question à laquelle on a essayé de répondre avec le projet. Alors, d'abord, il y a eu une évaluation clinique, des évidences cliniques, suivie d'une évaluation économique, et il y a eu des recommandations qui ont été faites par la suite. Alors, le projet initial couvrait quand même une population assez large. Ça incluait également les populations de type 1, de type 2, avec ou sans dépendance à l'insuline, ou encore le diabète gestationnel. L'intervention en tant que telle, c'était l'autosurveillance glycémique, et la comparaison, c'était
aucune autosurveillance ou différentes fréquences de tests. Et les résultats, principalement d'abord sur l'effet sur l'hémoglobine glyquée, mais également sur la qualité de vie, le niveau de satisfaction des patients et les complications à long terme. Et les études qui ont été, pour répondre à ces questions-là, donc on a cherché dans des bases de données, on a plusieurs bibliothécaires qui travaillent ici avec nous et on est en mesure de chercher tout ce qui a été publié dans le domaine. Alors, il y avait des études de type contrôlé, randomisé, donc des études là, vraiment de plus haute qualité, si on veut, mais également des études observationnelles qui peuvent être également de bonne qualité, mais à ce moment-là, il n'y a pas une intervention particulière. C'est plus axé sur ce que la pratique nous dit. Et des résultats, sans aller dans les détails, si on prend la meilleure qualité des résultats était basée sur les études randomisées parce qu'à ce moment-là, on teste vraiment si une intervention est efficace ou pas par rapport aux études, mettons, des types d'observation. Et il y avait une réduction de seulement 0,25% après 6 à 12 mois d'autosurveillance glycémique. Et sans aller dans les statistiques, là, vous voyez qu'il y a des parenthèses à droite du chiffre. Alors, comme les signes, il y a un signe négatif en avant de chacun de des chiffres qui sont dans les parenthèses, ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Donc, c'est ce qu'on appelle statistiquement significatif, mais est-ce que c'est cliniquement important? C'était l'autre question à mettre en perspective. Et en général, pour qu'une réduction de l'hémoglobine glyquée soit associée à des effets positifs, on cherche une réduction d'environ 1%. Donc là, dans ce cas-ci, c'était juste 0,25%. Il y a eu d'autres, ce qu'on a fait, ce sont des études de ce qu'on appelle de sensibiliser pour savoir pour essayer de déterminer si ce résultat était robuste. Alors, on a pris les études qui étaient de meilleure qualité, suivant un indice, des échelles reconnus pour mesurer la qualité des études. Et l'effet mesuré est encore plus bas, près de 20%, au lieu de 0,20% au lieu de 0,25%. Et si on prend l'ensemble des études sur lesquelles les patients étaient sur des antibiotiques oraux, c'était à peu près le même résultat, 0,24% de réduction. Donc, c'est un effet qu'on pourrait considérer de plutôt modeste. Donc, ça, c'était au niveau de ce que les études nous ont rapporté comme résultat quand on a fait l'analyse statistique. Il y a également sur les autres données qu'on voulait savoir, comme par exemple la qualité de vie, le niveau de satisfaction, il y avait, ou même la mortalité, parce que dans le fond, c'est la mesure qui serait éventuellement la plus importante, parce que ça permet de vivre plus longtemps. Il y avait peu de résultats disponibles, peu de données disponibles, et puis c'était contradictoire. Donc, ça ne permet pas vraiment de bien conclure à ce niveau-là, mais au niveau du contrôle glycémique, on peut voir qu'il y a un effet, mais il est modeste au niveau statistique, puis au niveau, au niveau clinique, ça peut être plutôt c'est un gain peu important. Alors, à ce moment-là, pour compléter l'étude, on dit, OK, on va faire une évaluation économique. Alors, ça s'est fait sans aller dans les détails dans le modèle, dans l'étude, ça se fait en général avec de la modélisation et ça a été pris avec un modèle qui est accepté pour le diabète, qu'on appelle l'UQPDS. Et ce qu'on a trouvé, c'est que l'autosurveillance glycémique quotidienne, si on l'a fait sur une période de 6 à 12 mois, ça donne un rapport coût-efficacité d'au-delà de 113 000 $ par AVAC. Alors, je vais juste vous dire un peu c'est quoi l'AVAC. En anglais, on appelle ça un quality. Alors, ça veut dire une année de vie ajustée en fonction de la qualité. C'est une mesure qui a été développée par les économistes pour essayer d'intégrer des notions d'utilité clinique et également
comme résultat de satisfaction des patients ou de la qualité de vie des patients tel que le patient va le mesurer. Alors, une conséquence clinique peut ne pas avoir la même signification pour un patient que d'autres. Alors, ça essaie de considérer ce que ça veut dire pour les patients, une conséquence clinique, et puis de mesurer également, d'inclure aussi ce qu'est le résultat clinique lui-même fait. Donc, ça se veut être une mesure plus globale, si on veut, au niveau de l'efficacité ou de l'impact qu'une intervention, qu'un médicament peut avoir. Et au niveau de ce qu'on pourrait appeler une intervention qui a un bon rapport coût-efficacité, en général, il faut que ce soit moins de 50 000 par ABAC. Alors, comme vous voyez ici, c'est au-delà de 100 000. Donc, la conclusion, c'est que si on paye un montant élevé pour un impact clinique faible, ce qui fait que ce n'est pas l'autosurveillance glycémique n'est pas une intervention qui est efficiente au niveau de l'impact ou de la valeur, si on veut, de cette intervention-là, surtout lorsqu'on a, dans le système public de santé, des ressources limitées. Et est-ce que ce serait mieux, à ce moment-là, de financer une autre intervention, payer pour d'autres interventions qui ont un impact beaucoup plus important? Alors, également, pour tester, voir si cette conclusion-là était bonne ou pas, ou était robuste, on a fait d'autres analyses de sensibilité, et puis ça n'a pas changé. En général, c'est que le rapport d'efficacité demeure élevé, ce qui fait que l'intervention est peu efficiente en termes de santé et de gains en santé et de dépenses d'argent public. Par contre, il y a deux scénarios qui permettaient d'avoir un rapport coût-efficacité sous 50 000 par ABAC. C'était lorsqu'on testait de façon moins régulière, soit une ou deux par semaine, ou s'il y avait une réduction importante du prix des bandelettes de l'ordre de 75 %. Alors, une bandelette, c'est environ $1. Donc, quelqu'un qui utilise 2 bandelettes par jour, c'est 14 $ par semaine. Alors, donc, c'était les deux façons de faire en sorte que l'intervention pouvait avoir un rapport coût-efficacité acceptable. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le rapport scientifique. Le rapport scientifique a été, par la suite, considéré par un groupe d'experts dont les noms apparaissent ici. Il y a des membres permanents du groupe d'experts et il y avait également 2 endocrinologues qui sont évidemment spécialisés en traitement du diabète. Et ils ont évalué le rapport scientifique. Ils ont également eu il y avait également de la rétroaction au niveau du public, parce qu'il y avait une consultation publique des résultats dans l'ébauche. Et en fait, il y avait 4 médecins au total sur le panel. Et en considérant l'ensemble de l'information, et également, il y avait eu, je dois dire aussi, des groupes de discussion ou des focus groups qui ont permis ici de savoir, de mieux connaître le contexte dans lequel l'autosurveillance se fait. Et ces groupes de surveillance, ces groupes de discussion-là, je vais en parler plus tard, ça incluait des médecins, des pharmaciens, des éducateurs certifiés en diabète et des patients. Et alors, quand ils ont pris l'ensemble de l'information qui était présentée devant eux, leur recommandation était que l'utilisation systématique des bandelettes de tests glycémiques aux fins de l'autosurveillance glycémique n'est pas recommandée pour la plupart des adultes atteints de diabète de type 2 qui n'utilisent pas antidiabétiques, je m'excuse. Alors, ça, c'était basé sur, entre autres, un effet clinique plutôt modeste ou peu important et un coût élevé pour avoir aussi peu d'impact au niveau des gains en santé. Chez les patients de type 2 qui utilisent des antidiabétiques oraux,
Alors, à ce moment-là, c'était la même chose. Donc, chez la plupart des adultes, l'utilisation systématique des bandelettes n'était pas recommandée. Par contre, il y avait un certain nombre d'exceptions qui avaient été identifiées. Alors, elles sont listées ici. Comme par exemple, chez un patient qui est sur le sulfonylurée, un sulfonylurée parce que cette classe de médicaments-là a un potentiel hypoglycémiant plus important que plusieurs autres médicaments, comme par exemple la metformine, qui est plutôt un anti-hyperglycémique, un anti-hyperglycémiant qu'un hypoglycémiant en tant que tel. Les patients qui peuvent être à risque d'hypoglycémie, de par l'historique ou de par le mode de vie, par exemple, ils sont habitués à avoir des repas réguliers ou ils n'ont pas une hygiène de vie régulière. S'il y a une maladie aiguë, évidemment, on sait si un patient a une pneumonie ou une infection urinaire, quelque chose qui pourrait changer sa condition de santé. En plus, il peut y avoir des traitements associés à ça, donc par des possibilités d'interaction médicamenteuse. Là, à ce moment-là, c'est différent. Des changements au niveau de la pharmacothérapie. On sait, par exemple, si un patient commence un corticostéroïde, il peut être à risque d'hyperglycémie. Les patients qui ont déjà une historique de glycémie mal contrôlée, ou encore les patients enceintes ou qui envisagent d'être enceintes. À ce moment-là, l'évaluation, l'utilisation plus régulière de bandelettes serait appropriée, serait efficiente, mais pas dans les autres cas. Par exemple, un patient, 1 an après le diagnostic de diabète de type 2, qui a un bon régime de vie, dont la glycémie est relativement bien contrôlée maintenant, qui est sur un seul médicament, aura peu d'impact de tester souvent par rapport à tester juste une fois ou 2 par semaine. Alors, il y a des opportunités ou encore des possibilités ou d'autres avantages. Évidemment, il y a le côté, donc, peu d'impact au niveau des gains en santé, mais certainement au niveau monétaire, comme j'avais mentionné au début, si on regarde les dépenses en santé reliées à l'achat ou au remboursement des bandelettes, c'était au-dessus de 500 millions, près de 400 millions, donc 75% ou plus étaient pour des patients non insulinodépendants, et donc sur lesquels on sait qu'il y a peu d'impact de dépenser 400 millions de dollars. Alors, si on modifiait les politiques de santé pour limiter le nombre de tests, sans présumément avoir d'impact négatif sur la santé, on pourrait économiser 260 millions de dollars, lesquels pourraient être réaffectés à d'autres secteurs de la santé sur lesquels où il y a des besoins ou des interventions qui ont plus d'impact pourraient être financées. Donc, c'est une façon de voir au niveau des populations comment on pourrait réaffecter l'argent. Et il y a d'autres avantages ou opportunités également, comme par exemple, on sait que certains patients qui testent souvent leur glycémie ont tendance à focuser sur le chiffre lui-même, et ça peut engendrer en soi un certain stress. Donc, c'est mieux à ce moment-là de mettre plus d'emphase sur d'autres aspects importants du contrôle ou de la gestion du diabète, comme l'exercice physique, les soins des pieds, les examens au niveau chez l'optométriste, etc. Donc, c'est une autre façon aussi de libérer un peu de temps chez les patients pour qu'ils puissent, à ce moment-là, dédier plus d'énergie, si on veut, à d'autres aspects qui, eux, sont importants au niveau de la gestion du diabète. Au niveau, j'avais mentionné qu'une partie du projet incluait des groupes de discussion. Comme je le mentionnais, ça incluait des médecins, des pharmaciens, des éducateurs certifiés en diabète et des patients. Et ça a été fait, il y a eu 20 groupes de discussion dans 3 villes canadiennes, et c'était pour permettre de connaître le contexte dans lequel l'autosurveillance glycémique se fait. Alors, les conclusions principales des groupes de santé, de groupes de discussion, c'est que l'utilisation systématique de bandelettes de tests est assez établie. Donc, les professionnels de la santé le recommandent régulièrement à leurs patients. Par contre,
une fois que les patients vont tenir, si on veut, un registre des résultats, il n'y a pas de plan pour faire. On fait quoi avec ça? Parfois, même le médecin, il ne regarde même pas, il va juste faire son l'hémoglobine glyquée aux 3 mois. Il y a également un manque de conscience, de prise de connaissance au niveau de la science qui supporte cette pratique-là, dont on voit que quand on commence à l'évaluer, il y a peu d'impact. Et il y a une confusion qui se fait également entre autosurveillance et autogestion. Alors, l'autosurveillance, c'est juste tester sa glycémie, alors que l'autogestion, c'est beaucoup plus large. C'est se prendre en charge et faire également les autres activités, comme je mentionnais, d'abord avoir un plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait avec la glycémie? Est-ce qu'on contrôle la nourriture, le régime de vie, le régime au niveau de la diète, etc. Et puis, il n'y avait pas vraiment une bonne connaissance du coût associé à l'utilisation de cette pratique-là. Donc, suite à ça, il y a eu un certain nombre d'outils qui ont été développés par notre groupe de transfert des connaissances pour supporter l'implantation des recommandations. Parce que c'est une chose d'avoir fait le travail scientifique puis d'avoir développé des recommandations, mais encore faut-il qu'il y ait un impact. Alors, à ce moment-là, il y a eu des articles qui ont été publiés, on a fait des sessions d'éducation comme on fait aujourd'hui. Il y a eu des articles, on a contribué également à des publications. Il y a eu dans le Journal canadien de l'association médicale, il y a eu d'autres, il y a eu des articles qui ont été faits, il y a eu seulement des sessions d'information et également on a travaillé avec les provinces. Alors, par exemple, au niveau des outils, je vous en présente quelques-uns. Comme je vous dis, ça, c'est disponible sur le site web de la CNTS. Il y en a qui sont plus destinés aux professionnels de la santé, comme par exemple celui qui est à gauche. C'est plutôt comme, si on veut, un petit calepin de prescription avec des feuilles autodétachables qui peuvent être utilisées que le médecin ou l'infirmière peut donner au patient. Et sur l'inverse, il y a d'autres. Donc, ça indique un peu les conclusions là, et la recommandation pour l'autosurveillance. Et il y a des conseils sur l'inverse de la feuille. Il y en a d'autres, comme vous voyez, comme par exemple, là, ce que ça explique ce que c'est que la surveillance de la glycémie ou ce qu'il y a de neuf au niveau scientifique. Et il y en a même qui peuvent être dédiés à des centres hospitaliers de soins prolongés, par exemple, comme celui à côté. Ou encore pour informer les patients sur ce qui est l'hypoglycémie, ou celui qui est à droite, la prise en charge personnelle du diabète, ce qui est vraiment l'autogestion et non pas juste l'autosurveillance. Donc, à ce moment-là, on parle de l'alimentation, on parle d'exercice, on parle d'une approche plus globale au niveau du traitement. Sur le site web de notre agence aussi, sous l'onglet diabète, il y a une série il y a ces outils-là, puis il y a aussi d'autres informations comme les rapports. Ceux qui sont intéressés à lire les rapports scientifiques, les rapports statistiques que j'ai présentés, par exemple, sont disponibles, peuvent être disponibles là. Il y a des versions résumées ou sommaires de ces rapports-là. Et à mesure que l'Agence canadienne des médicaments produit d'autres rapports dans le secteur du diabète, parce que c'est quand même un secteur important de notre activité, parce que c'est tellement une maladie qui a un impact au niveau sociétal important, qu'il y a toujours de l'information qui se met à jour là-dessus. Et ils vont être disponibles également sous l'onglet du diabète. Donc, ça vous permet directement d'aller chercher l'information sans trop chercher sur notre site web, puisque notre groupe de transfert de connaissances concentre l'information sur un thème particulier, sous un onglet particulier de notre agence, et le site web est décrit ici sur la diapositive. Il y a également d'autres nouvelles. Bon, alors là, ce projet-là a été publié en 2009. Bon, certains diront, oui, mais ça fait 7-8 ans de ça. Alors, est-ce que c'est encore vrai? Eh bien oui, puisqu'il y a eu une revue Cochrane. Alors, Cochrane, pour les gens qui pourraient ne pas être complètement au courant de ce que c'est la collaboration Cochrane, c'est des collaborations de professeurs, de chercheurs académiques qui font des études, des revues systématiques. Alors, dans l'échelle de la qualité d'évidence, une revue systématique qui va
cherché à identifier et à synthétiser l'information de plusieurs études est considéré comme étant un niveau élevé d'évidence scientifique, donc qui est associé avec moins d'incertitudes que d'autres types d'évaluations qui pourraient être associées avec des conclusions moins certaines. Alors, eux, ils ont produit un rapport en 2012. L'Association du diabète du Canada, qui est maintenant connue sous le nom de Diabète Canada, a changé ses lignes directrices, sont maintenant plus alignées avec les conclusions de la CNTS de 2009 plutôt. Et il y a eu évidemment le guide pratique de la Fédération internationale du diabète qui a en même temps fait reviser ses lignes directrices en fonction des nouvelles informations qui étaient venues disponibles sur l'impact modeste de cette pratique-là. Et tout récemment, en juillet 2017, je vais en parler un petit peu plus tard, il y a eu une étude qui a été publiée. Ils ont suivi 500 patients en Caroline du Nord et ils ont trouvé les mêmes conclusions. Donc, même maintenant, même quelques années plus tard, lors des nouvelles études, ça corrobore les résultats qu'on avait trouvés en 2009. Et ça, c'est l'étude dont je vous parlais, qui a été publiée en juillet 2017 en Caroline du Nord et qui ont pas trouvé, ils ont comparé, il y avait 3 groupes, un groupe où il n'y avait pas d'autosurveillance, un groupe où il y avait de l'autosurveillance et un groupe qui avait de l'autosurveillance, mais en plus, au niveau du glucomètre, il y avait un logiciel de rétroaction positive chez les patients pour les encourager dans leurs résultats et il n'y avait pas de différence lorsqu'ils ont suivi les patients sur un certain nombre de mois et il n'y a pas eu de différence au niveau de l'amélioration du contrôle glycémique ou d'autres aspects comme la qualité de vie, par exemple. Donc, c'est encore. Donc, tout ça pour dire que ça confirme que les évaluations, le rapport est encore pertinent. Au niveau des politiques de santé, il y a eu donc un certain nombre d'initiatives. D'abord, ici, vous voyez la carte du Canada. Là où vous voyez, il y a un P en étoile, il y a eu un changement au niveau des politiques en termes de quantité. Il y a eu l'instauration de limites sur les quantités de bandelettes remboursées pour refléter, si on veut, les résultats qu'on avait trouvés, les conclusions et les recommandations de la CNTS et de d'autres organisations. À l'effet, donc, ce n'est pas un bon investissement de payer beaucoup d'argent pour qu'il y ait des tests fréquents de la glycémie chez les patients de type 2 non insulino-dépendants. Mais il y a eu également d'autres types de campagnes de sensibilisation qui sont faites, soit en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, etc., qui sont détaillées ici. La CNTS a parfois participé à ces événements-là où l'information qu'on a produite a été utilisée dans certaines de ces événements-là ou encore a supporté certaines des politiques, des changements au niveau des politiques de remboursement des provinces. Donc, ça mesure un peu l'impact que ça a eu. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, il y a eu un guide qui a été produit en 2013 qui était, par exemple, une adaptation, si on veut, d'un des outils que la CNTS a produit. Et ça expliquait pourquoi il y a eu un changement des politiques de remboursement. Il y a eu aussi beaucoup de consultations qui étaient faites également pour sensibiliser les professionnels de la santé à ce changement-là au niveau du remboursement. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a eu d'autres comme en Colombie-Britannique où la campagne Test with a Purpose. Donc, si on veut avoir un plan, c'est qu'il faut tester, mais tester pour une raison. Autrement dit, si on voit que le niveau de glycémie est bas, donc on fait quoi? Ben, on va avoir une certaine action à prendre, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle également, là, c'est important de savoir pourquoi on va tester, et non pas juste tester pour avoir des chiffres. Il y a des outils de Diabète Canada qui également ont été mis en ligne en 2011, si je ne me trompe pas,
et qui sont assez alignés maintenant avec les recommandations de la CMTS. Et si vous regardez en termes évidemment, la diapositive est trop petite, mais il y a une section sur les patients de type 2 non insulinodépendants, et la recommandation est de tester 1 ou 2 fois par semaine. Donc, c'est un bon outil pour vous. Il y a aussi d'autres outils de Diabète Canada que vous connaissez probablement, là, qui permettent également, dans d'autres cas, où il faut tester plus souvent, comme par exemple chez patients qui sont sur l'insuline basale ou sont sur l'insuline prépandriale et basale pour pouvoir tester plus souvent. Donc, c'est toute la recommandation qui a été faite. En Nouvelle-Écosse, il y a également un outil qui a été développé avec des codes de couleurs, soit rose, blanc ou vert, dépendamment de ce qui était ciblé par l'outil. Je crois savoir qu'il peut y avoir des gens du Québec. L'INES a produit également un certain nombre d'outils et un rapport. Le rapport initial était en fait référencé en partie le rapport de la CMTS, mais il est mis à jour depuis ce temps-là. Et il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles sur l'INES parce qu'eux aussi ont fait des changements au niveau du remboursement. Donc, comme vous voyez, c'est quelque chose qui est assez qui a été endossé par plusieurs provinces. Il y a une étude qui a été publiée l'année passée qui est intéressante, puisque en Ontario, ils ont instauré des limites de quantité. Et ce qui est décrit dans la petite boîte rose, là, comme par exemple, en général, chez les patients qui sont sur l'insuline, il y a eu une limite de 3000 bandelettes par année. Par contre, chez les patients qui ont sur la médication orale avec un potentiel d'hypoglycémie, comme par exemple sulfonyluréa, c'est 400. Chez les autres, soit qu'un patient qui est sur la médication orale non hypoglycémiante ou encore qui est juste traité par le régime de vie, l'exercice, etc., c'est 200 par année. Ils ont essayé de mesurer sur une période d'environ 18 mois s'il y avait, ou un an à peu près, s'il y avait un impact sur la santé, et l'impact est mesuré plus en termes de visite à l'urgence pour des cas d'hypo ou d'hyperglycémie, entre autres. Là. Il y avait aussi, c'était leur mesure, une des mesures qu'ils utilisaient, et il n'y avait pas eu d'impact. Il n'y avait pas eu, même il y a eu une légère décroissance, mais là, il faut faire attention pour ne pas non plus amener des conclusions qui ne seraient pas nécessairement basées sur les études, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'instauration de cette politique-là n'a pas engendré d'impact négatif au niveau de la santé, mais par contre, a généré des économies de 24 millions de dollars. Donc, c'est important comme intervention. Choisir avec Soins Canada, donc, comme on en parlait au début, a également endossé dans 2 de leurs groupes, soit endocrinologie et métabolisme, et encore la médecine familiale. Donc, les recommandations en termes d'intervention médicale non nécessaire, et c'est similaire. Il faut faire attention également qu'il y ait toujours, je reconnais qu'il y a des exceptions à ça. Donc, ça s'applique toujours chez les patients qui sont stables. En général, passer 6 mois après le diagnostic initial, parce que les premiers 6 mois, c'est important pour maîtriser, apprendre à connaître sa maladie, puis voir c'est quoi l'effet. Mais une fois l'effet soit d'une médication ou d'un régime, un régime alimentaire sur la glycémie, mais une fois ça fait, en général, donc après 6 mois de traitement, ça devient stable, et de tester plus souvent n'amènera pas plus un meilleur contrôle glycémique. C'est ce qu'il faut tenir de ça. Et là, on peut peut-être passer à travers quelques cas. Alors, le premier cas, c'est Gertrude, qui est une femme de 65 ans qui est atteinte de diabète de type 2 et qui prend de la metformine. Elle n'a pas d'autres maladies, donc pas de comorbidité. Elle a une alimentation plutôt saine, elle prend ses repas à des heures régulières, elle fait des marches quotidiennes avec son chien, donc un régime de vie plutôt sain. Et puis, elle n'a pas rapporte pas d'hypoglycémie importante, là, donc plutôt stable. Alors, pour ce type de patient-là,
est-ce que le contrôle, quelle serait l'autosurveillance recommandée? Alors, je pense qu'on peut passer à au deuxième cas. Alors, dans ce cas-ci, c'est l'autosurveillance systémique n'est pas nécessaire, ou n'est pas recommandée, puisque ce patient-là, bien que ce n'est pas un patient, c'est pas la majorité ou c'est pas l'ensemble des patients qui a un profil aussi simple à gérer, mais il n'y aurait pas certainement l'évidence scientifique, les recommandations sont à l'effet qu'il n'y aurait pas d'impact important à tester la glycémie plus souvent. Par contre, évidemment, il y aurait des coûts associés à ça. Chez la prochaine patiente, Margaret, qui, elle, est une femme de 65 ans qui est atteinte du diabète de type 2, par contre, elle est sur une thérapie combinée de metformine et de gluclaside, donc un sulfonylurée. Elle a de l'hypertension artérielle. Elle se plaint parfois de maux de tête fréquents. Elle a quand même une alimentation plutôt saine, mais son activité physique est variable, mettons. Et elle a un horaire de sommeil qui n'est pas toujours régulier. Alors, chez un patient comme ça, quelle serait votre approche en termes d'autosurveillance glycémique? Qu'est-ce que vous conseilleriez à cette patiente-là? Alors, je pense qu'on a déjà répondu. Alors, à ce moment-là, dans ce cas-ci, l'autosurveillance pourrait être plus fréquente. Certainement, d'abord, sur un médicament hypoglycémant, pas juste un médicament anti-hyperglycémien. Il y a également des maux de tête. Si les maux de tête viennent de l'hypertension artérielle moins bien contrôlée, ou est-ce que c'est un signe d'hypoglycémie? Le fait qu'elle ait une alimentation saine, ça joue en faveur d'une glycémie plus stable. Par contre, quand elle a une activité physique sporadique, il peut se produire que si elle fait une activité plus importante, elle peut avoir des symptômes d'hypoglycémie. Donc, au moins, ça lui permettrait d'identifier, par exemple, lorsqu'elle a un maux de tête, est-ce que c'est associé à l'hypoglycémie ou pas. Et là, ça introduit un peu ce qu'on parlait d'avoir un plan. Il faut savoir quoi faire avec ça. Alors, donc, il ne s'agit pas juste de traiter le chiffre, mais savoir si c'est la personne, évidemment, qu'on traite. Donc, si on fait une glycémie, au moment où il y a une maux de tête, ce serait par exemple, une recommandation de faire la glycémie lorsqu'il y a un maux de tête, un mal de tête qui se présente, de sorte à voir est-ce que c'est relié à un sucre sanguin trop bas ou ça peut être autre chose. Et là, ça peut orienter l'intervention vers autre chose. Ce n'est pas la glycémie, le problème, ça peut être le contrôle de l'hypertension artérielle. Donc, il faut prendre la patiente dans son ensemble. Et le troisième cas, c'est John, qui est un homme de 40 ans, qui est atteint de diabète de type 2. Mais lui, il prend juste de la metformine. Il a une alimentation saine, il prend ses repas à des heures régulières. Par contre, il gagne sa vie en conduisant un camion. Et il y a également, mettons, donc une responsabilité qui va avec ça. Alors, dans ce cas-ci, quelle serait votre approche que vous conseillerez à ce patient-là? On voit qu'il y a un vote partagé, mais en réalité, donc, il pourrait avoir, ça pourrait être indiqué de faire une autosurveillance glycémique plus fréquente dans ce cas-ci, du fait de l'activité professionnelle, et ça pourrait être une bonne chose
aussi que la personne s'informe au niveau des prérequis au niveau de son employeur également. Donc, il faut faire, donc, d'abord, conduire un camion, c'est quand même important en termes d'activités qui pourraient générer des accidents. Et il faut aussi que la personne se conforme aux exigences de l'emploi telles que par son employeur. Donc, il faut vraiment faire, à ce moment-là, poser des questions puis recommander en fonction de ça. Alors, en résumé, si on résume, si on veut, le projet, et le projet, mais également la recommandation de choisir avec soin et également de l'association l'AIC, c'est qu'il n'est pas généralement conseillé de faire l'autosurveillance de la glycémie entre les consultations médicales chez les patients diabétiques de type 2 qui ne sont pas insulinodépendants et qui n'utilisent pas de médicaments qui ont un potentiel important d'hypoglycémie. En général, c'est souvent l'acétylphonylurée, mais il faut tenir quand même qu'il y a dernièrement plusieurs autres classes de médicaments qui ont été mises en marché, comme les bloqueurs des SGLT2, les agonistes GLP1, etc., qui, bien qu'ils ne sont peut-être pas aussi, n'ont pas un potentiel aussi important d'hypoglycémie, là, ils peuvent être sur de la polypharmacie ou plusieurs médicaments. Donc, tenir ça en compte, ça peut avoir un impact aussi sur votre évaluation si le patient a des antécédents d'hypoglycémie ou pas. Mais si le patient qui est stable, qui a un bon contrôle glycémique, testé plus souvent, n'aura pas de gain significatif en termes d'amélioration de santé, mais va générer des coûts qui pourraient, des coûts pour l'assurance médicaments qui pourraient être assignés à d'autres priorités sur lesquelles des interventions peuvent être plus efficaces. Et ça vous donne un résumé des références. Il y en a d'autres qui peuvent être utilisées. Comme je vous ai mentionné, c'est également possible d'aller sur notre site web et soit de télécharger les outils qui sont disponibles sur le site web ou encore de consulter les rapports scientifiques qui sont là. Et vous pouvez également nous suivre sur les médias sociaux. Et là, je pense qu'on est rendu à la période des questions-réponses, s'il y en a de la part des gens qui sont qui assistent au webinaire. Merci beaucoup. C'est une excellente présentation pour vraiment nous donner une revue de ce qui se passe au niveau de la recherche à ce sujet-là, puis de confirmer que l'autosurveillance de la glycémie, de l'intervention de notre liste de choisir avec soin pour les diabétiques, n'utilisant pas d'insuline, doit être vraiment regardée sous cette nouvelle regard. Et puis, on a quelques minutes pour des questions avec les participants. Nous en avons reçu une, puis je vais débuter avec cette question avec quelle est la différence entre les recommandations de l'ACMTS, de votre organisme, et les guides de pratique clinique de Diabète Canada sur l'autosurveillance de la glycémie. Alors, est-ce qu'il y a des différences entre les deux recommandations des deux organismes? Bien, au début, il y en avait, mais il y a eu un alignement qui s'est fait. Mais il faut dire aussi que les lignes directrices de traitement et les recommandations que produit la CMTS, en général, que ce soit Diabète Canada ou d'autres, par exemple, quand on parle des lignes directrices, là, ils ont quand même des buts un peu différents. Les lignes directrices veulent guider le traitement, veulent guider les professionnels de la santé vers le traitement de patients.
Donc, faire des décisions de traitement individuel. Le patient est devant moi, je dois prendre une décision. Les recommandations de la CNTS, ça guide à... le but premier, c'est d'informer la prise de décision au niveau des politiques de santé, mais également au niveau clinique. Mais une des différences importantes qu'il va y avoir, c'est que souvent, les lignes directrices vont considérer l'information clinique, l'évidence scientifique, donc les études cliniques qui ont été faites, mais bien qu'ils peuvent être au courant des coûts, ils ne cherchent pas à évaluer l'efficience de l'intervention en tenant compte de l'impact clinique et du coût, alors que les rapports de l'Agence canadienne du médicament, étant donné qu'ils servent à décider est-ce qu'on devrait payer pour un médicament ou une intervention, ils vont systématiquement faire des évaluations économiques également. Donc, le rapport coût-efficacité qu'on a parlé au début de la... Et donc, c'est une différence importante. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'il peut... Parfois, il peut y avoir un manque d'alignement entre les lignes directrices puis les recommandations de la CNTS, mais en général, c'est parce que les lignes directrices ne tiennent pas compte de l'efficience ou, pour le prix qu'on paye, est-ce qu'on a un bon retour sur l'investissement? Et ça, c'est la question que l'Agence canadienne du médicament va poser. En plus d'évaluer on ne s'arrête pas juste à l'évaluation clinique. On va dire, OK, oui, mais pour l'argent investi, est-ce que ça vaut la peine? Alors, c'est une différence qui est importante entre les deux. Merci, M. Boucher. Alors, je ne vois pas de questions dans notre boîte des questions et réponses des participants. Alors, je vais passer à la prochaine diapo qui explique comment on peut avoir accès aux enregistrements des webinaires. Et je tiens à remercier M. Boucher pour avoir vraiment éclairé toute l'évidence sur l'intervention que nous avons utilisée dans notre liste Choisir avec soin sur l'autosurveillance de la glycémie entre les consultations médicales aux diabétiques de type 2 qui n'utilisent pas l'insuline. Alors, cette présentation était excellente, puis ça nous donne vraiment plus d'informations sur le fait qu'il n'y a pas vraiment d'avantage à faire l'autosurveillance. Alors, la diapo vous explique comment avoir accès aux enregistrements des webinaires et télécharger votre certificat de participation. Et puis, je vais passer à la prochaine diapo. Il y a un sondage qui va vous demander quelques questions et ça nous donne vraiment de la rétroaction sur l'information, sur l'utilité. Et je vais donner quelques minutes aux gens de répondre et de voter sur cette question. Alors, merci pour votre participation et un gros merci à M. Boucher pour avoir partagé toutes les études qui ont été faites pour vraiment supporter cette affirmation et cette intervention qui n'a vraiment pas d'avantage dans certaines situations cliniques. Je vous invite à considérer, pour les participants, à considérer de soumettre un résumé pour la prochaine conférence de l'AIC qui va être en juin 2018. Alors, l'appel pour les résumés est ouvert depuis cette semaine. Et je vous invite à participer à notre prochain webinaire qui va être annoncé bientôt. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.